Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 22 novembre 2023. Tout de suite, dans le cadre de la présidentielle, le taux de participation à la présidentielle du 16 novembre continue à monter au fur et à mesure de l'arrivée des résultats. En effet, la tendance générale des résultats publiés ce mercredi à 15h20 par la CENI indique un taux de participation de 44,46%. Cette tendance indique également un pourcentage de 60,08% pour le candidat numéro 3, Adjradouel, qui est toujours en tête de classement. Reportage. Sur les 27 375 bureaux de vote enregistrés, on a obtenu les résultats de 18 076, soit 66,03% des bureaux de vote, selon la tendance générale publiée par la CENI vers 15h20 aujourd'hui. Un taux de participation de 44,46% est enregistré, soit 3 414 593 votants sur les 7 679 742 inscrits. D'après toujours la tendance générale ce mercredi à 15h20, un pourcentage de 60,08% pour le président sortant Adjradouel avec 1 938 062 voix. Le candidat Mark Ravelman prend la deuxième place avec un pourcentage de 13,39%. Sitane Rangiana Soulniek, de son côté, est troisième avec 12,26% des suffrages exprimés. L'ancien président est Razouan Armampian avec 5,16% et quatrième. Page politique pour continuer. D'après le second questeur auprès de l'Assemblée nationale, aucun député n'a évoqué la destitution de la présidente de cette entité. Les députés IRD n'ont pas l'intention de se réunir à ce sujet, toujours selon les informations. Le contraire est une rumeur lancée par les fauteurs de troubles. Les détails avec Sylvain Enzar Rajiansu. Depuis un mois, les rumeurs circulent sur la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Hier, les membres de bureau permanent se sont réunis et cela n'a pas été à l'ordre du jour. Le second questeur auprès de cette entité, Lantre Koutmang, a souligné que les membres de la Chambre basse n'ont pas l'intention de le faire. Toujours selon ses explications, les députés ont prévu une réunion avant la fin de ce mois, à l'ordre du jour, l'adoption de la loi des finances initiales 2024. L'INSTAT informe le public que ni l'État ni l'INSTAT ne sont nullement responsables quant à ce qui s'est passé hier à Ndou et Nimanchsez, dans lequel a été impliqué un ancien directeur de l'INSTAT. Il s'agit de sa propre initiative et de sa propre décision qui n'affecte en aucune manière son ancienne fonction. Plus d'explications. L'Institut national de la statistique, INSTAT, informe le public que l'administration et l'INSTAT ne sont nullement responsables à l'incident survenu hier en Touamanchis le 21 novembre 2023, dans lequel a été impliqué un ancien directeur de l'INSTAT. Il s'agit de la propre initiative de ce directeur, de sa propre initiative et de sa décision personnelle qui n'affecte en aucune manière à son ancienne fonction. À noter que ce véhicule de fonction lui a été mis à disposition par l'ancien directeur général de l'INSTAT en 2020 et une lettre en date du 19 juin 2023 pour restituer le dit véhicule sans délai lui a été adressée mais restée sans suite malgré les mesures appropriées qui ont été prises, comme dans le cas de quelques détenteurs du même type que de véhicules qui ont déjà restitué le leur. Dans un tout autre sujet, la production de riz en 2023 a connu une augmentation de 8 à 9%, a indiqué le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage lors du lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024 à Emirmanjous, district d'Ambouidjachim. Ce résultat a été obtenu grâce aux efforts déployés dans le développement et la promotion de la production, dans le soutien des agriculteurs et dans la mise en place d'une politique agricole qui réhabilite et agrandit les infrastructures selon les informations. C'est Sylvain Anna Martina sur les images de Sech Indianab. Madagascar a produit 5 200 000 tonnes de riz en 2023, si la production était de 3 millions de tonnes entre 2013 et 2018. La production à Madagascar est en hausse et nous avançons progressivement vers l'atteinte de l'objectif en autosuffisance en riz, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage.
Cette augmentation de la production a été obtenue grâce aux efforts et aux stratégies multiformes mises en place selon les explications. Les efforts dans la réhabilitation et la mise en place de nouvelles infrastructures de production pour la prochaine campagne agricole se poursuivent selon les explications. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage continue d'appuyer les agriculteurs à travers la distribution de produits dont ils ont besoin, tels que des engrais et des semences de bonne qualité et sélectionnées, en les encourageant et en les aidant à utiliser des équipements mécaniques modernes. Lors de l'ouverture de la campagne agricole 2023-2024, dans la commune de Imermandjous, district Abuja-Chim, une carte de producteur a également été distribuée à chacun de ces agriculteurs pour faciliter l'obtention des aides du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. La pépinière géante d'Analamangue produit 1 million de jeunes arbustes par an, prêts à être plantés dans le cadre des programmes de reboisement annuels. Cette pépinière répond à tous les besoins car elle produit des arbustes à croissance rapide, des arbres fruitiers et d'exportation. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vina-Marie Orléa, et le vice-représentant du PNUD à Madagascar ont visité cette pépinière géante à Nansan. Reportage de Mervoulet-Sfiren. Cette pépinière géante d'Analamangue se trouve à Nanissan. Une pépinière géante comme celle-ci est installée dans chaque région de Madagascar. Chacune pourra produire jusqu'à 1 million de jeunes arbustes par an, pour un total de 23 millions de jeunes plantes par an, outre ce produit dans diverses autres pépinières à travers Madagascar. Des arbustes à croissance rapide, des arbres fruitiers et des arbres destinés aux cultures d'exportation se retrouvent sur cette pépinière géante pour répondre aux différents besoins de la société. L'objectif de la création de la pépinière géante est d'accélérer la couverture forestière de Madagascar à travers le reboisement. Le PNUD accompagne les efforts du ministère de l'Environnement et du Développement durable. En l'occurrence, ici, nous sommes à la direction régionale d'Analamangue. L'idée de notre appui, c'est de mettre à l'échelle les efforts de reboisement en appuyant l'agrandissement de la pépinière géante de la DRED ici. Et l'appui du PNUD a consisté à l'augmentation de la capacité de la pépinière pour avoir une augmentation de 400 000 pieds par an. Voilà, je pense que le reboisement est une tâche essentielle par rapport aux objectifs de développement durable, mais aussi par rapport au programme de développement de la République de Madagascar. C'est un élément qui est accélérateur de développement pour la résilience et le développement économique, pour la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Donc nous sommes ravis de pouvoir appuyer le ministère de l'Environnement et du Développement durable et la DRED d'Analamangue dans ses efforts. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité aujourd'hui cette pépinière géante à Nansan, accompagnée du vice-représentant du PNUD à Madagascar. À cette occasion, la ministre de tutelle a annoncé le succès de la campagne de reboisement en 2023. Si l'objectif était de 75 000 hectares, il a atteint jusqu'à 78 000 hectares. Le taux de réussite de reboisement a également augmenté de 75%. L'une des raisons pour lesquelles ce bon résultat a été obtenu, selon les explications, est la stratégie consistant à consacrer une journée au suivi des arbres plantés. Ensuite, plus de 1000 entreprises ont été créées à Analamangue durant les 9 premiers mois de cette année 2023, d'après les données reçues auprès de l'IDBM. Ce chiffre se rapproche de celui de l'avant Covid, selon les explications. Par ailleurs, la durée de la création d'entreprises a été accélérée, selon toujours les informations. Reportage de Ruth Christelle Rakoutmelal et Yves Chanel. 1231 entreprises comprenant des PME, des SARL, des URL, des SA et autres ont été créées à Analamangue de janvier à septembre 2023, selon les données publiées par l'IDBM. La moitié appartient à des nationaux, selon les explications de la DG de l'IDBM, Josiel Rafidi. Le secteur tertiaire est en général le plus prisé, notamment le textile, les hôtels, restaurants, suivi des TIC.
À part les Malagasy, les Asiatiques et les Africains sont les investisseurs qui créent des sociétés à Madagascar. La Grande Île fait également partie des pays africains où la durée de création d'entreprises est rapide, car grâce à la mise en place d'un guichet unique de création d'entreprise, cela est de 48 heures seulement si les documents sont complets. Au Rwanda, cette durée de création est de 3 heures. Mis à part la création de sociétés, l'IDBM octroie également l'autorisation d'emploi, dont 2245 ont été délivrées ces 9 premiers mois. Il délivre également les cartes de résident, ainsi 1180 ont été délivrées à cette même période. Le Conseil national pour l'industrialisation de Madagascar, ou CNIM, a été officiellement mis en place pour assurer le pilotage stratégique et le suivi de la mise en œuvre du pacte de l'industrialisation dans le pays. Le CNIM ciblera 5 secteurs prioritaires, notamment l'agribusiness, le textile, les huiles essentielles, la transformation minière et énergie. C'est Sylvain, Anna Martina, Enzar, Hadjiansu. L'objectif principal du CNIM est de garantir la réalisation efficace des engagements énoncés dans le pacte de l'industrialisation, visant à doubler la contribution du secteur secondaire au produit intérieur brut d'ici 2040, passant de 15% à 30%. Le CNIM s'appuiera sur 4 piliers transversaux, à savoir l'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance, le financement, les infrastructures et la formation. Il ciblera également 5 secteurs prioritaires, notamment l'agribusiness, le textile, les huiles essentielles, la transformation minière et l'énergie, pour réaliser cet objectif ambitieux. Il rendra des comptes réguliers sur ses avancées dans la mise en œuvre de ses actions, garantissant ainsi la trajectoire industrielle jusqu'en 2040. À noter que le CNIM est le résultat concret du pacte de programmation industrielle signé entre les secteurs publics et privés le 31 juillet 2023, visant à superviser la mise en œuvre stratégique des accords conclus. Il est composé de membres désignés par chacun des signataires du pacte pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, à savoir le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures pour le secteur public et 9 groupements professionnels représentant le secteur privé. La mise en place du CNIM, Conseil national pour l'industrialisation de Madagascar, s'est tenue ce lundi 20 novembre, qui est également la journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. Selon les informations, le CNIM effectuera un rapport de ses activités tous les 6 mois. En tourisme, 40 professionnels du voyage français, accompagnés de 20 partenaires, se trouvent actuellement à Madagascar pour enrichir leurs connaissances de la destination dans le but de mieux la vendre. Fadjissani Mireille, Enzar, Hadjiansu. Depuis hier, 40 professionnels du voyage français, accompagnés de 20 partenaires, se trouvent à Madagascar pour enrichir leurs connaissances de la destination dans le but de mieux la vendre. Ils s'apprêtent à vivre une expérience unique de 5 jours. Pour cette période, ils vont visiter les sites touristiques emblématiques de la capitale avant de partir découvrir les richesses naturelles de la région d'Itas, où plusieurs activités sont programmées. Tana et ses alentours et sa région. Donc c'est une façon de mettre en place une opération pour susciter l'envie de venir et de découvrir Madagascar. Donc là, c'est un avant-goût. On reste 5 jours. Par contre, ce qui est important, c'est que les gens rencontrent les acteurs du marché. C'est ça l'esprit Connect. C'est je viens, je rencontre les acteurs du tourisme et après, dans mon agence, quand je suis en France, je vais me servir de mon vécu, de mon expérience pour aller dire Madagascar, vous pouvez y aller. Il y a plein de questions sur Madagascar. Donc là, on apporte un certain nombre de petites réponses aux agents de voyage, aux professionnels du tourisme français. Au-delà des visites des sites culturels et naturels, une aventure gastronomique, des rencontres humaines avec les villageois vont également enrichir ce voyage. Une rencontre avec les opérateurs touristiques malagasy est également programmée. Convaincu que Madagascar, c'est une destination d'avenir. Madagascar, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une destination touristique. C'est pas avec nos 300 000 touristes dans les meilleures années que nous pouvons dire que Madagascar est vraiment une destination touristique.
Or, que nous avons tout dont les touristes ont besoin pour pouvoir vraiment profiter de leur séjour à Madagascar, que ce soit la nature, la culture, la gastronomie, et j'en passe, il y a tout ce qu'il faut à Madagascar. Et c'est pour ça que nous sommes très ambitieux en ce moment. Nous avons un objectif, mais vraiment bien indiqué, c'est d'accueillir le million de touristes en 2028. Et pour atteindre le million de touristes, on va tout mettre en œuvre. Et vous n'êtes pas là par hasard. On a commencé finalement il y a, je crois, l'année dernière, lors de Top Presa 2022. J'ai rencontré la première fois l'équipe de Corsair. Et c'est là qu'on a travaillé ensemble en disant, Corsair, il faut revenir à Madagascar. Dès cette année, Corsair dessert Madagascar aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette confiance. Ce projet nommé ConnectStem s'inscrit parfaitement dans la stratégie ministérielle visant à redynamiser le secteur touristique en vue d'atteindre l'objectif ambitieux d'accueillir 1 million de touristes en 2028. Dans un tout autre contexte, l'UNESCO a décidé que la Journée mondiale de la philosophie se célébrera tous les 3e jeudis du mois de novembre. Mais comme cette date coïncidait avec le 16 novembre, jour de l'élection présidentielle à Madagascar, elle n'a été célébrée qu'aujourd'hui, 22 novembre, au lycée moderne Mpefilou. Le thème de cette année est l'art et la philosophie. Le lycée moderne Mpefilou a été spécialement choisi pour la célébration car c'est le seul lycée public à disposer d'un club philo parmi les grands lycées publics d'Antananarivo. Reportage de Miervlet Sferen et Braz Denilson. La philosophie est une discipline qui encourage la pensée critique et indépendante, et c'est notamment l'une des principales raisons pour lesquelles l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou l'UNESCO, a proclamé le 3e jeudi du mois de novembre comme Journée mondiale de la philosophie. La philosophie est nécessaire du fait qu'elle contribue à l'organisation de la société, à la promotion de la tolérance et de la paix, selon les informations. Le thème de la célébration de la Journée mondiale de la philosophie pour cette année est l'art et la philosophie. Le 7e art a été choisi pour la célébration, organisée aujourd'hui au lycée moderne Mpefilou. À travers la projection d'un film, les étudiants seront encouragés à considérer et à recevoir les leçons que le film transmettra. Le lycée moderne Mpefilou a été spécialement choisi pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie, car c'est le seul lycée public qui possède un club philo parmi les grands lycées publics d'Antananarivo. Ce club compte environ 100 membres, parmi lesquels des étudiants en classe de première et terminale. L'objectif du club est d'augmenter le taux de réussite des élèves pour la philosophie à l'examen du baccalauréat. Passons à présent aux actualités internationales destination Pays-Bas. Les élections législatives sont à suspense dans ce pays. Après 13 années passées aux commandes, Mark Rutte laisse sa place. Les Néerlandais se rendent aux urnes pour choisir le nouveau visage du Premier ministre. France 24. Ces Néerlandais votent pour élire la chambre basse de leur parlement et tourner la plus longue page politique de leur histoire. Après 13 ans à la tête des Pays-Bas, le Premier ministre sortant Mark Rutte cède sa place. Les élections s'annoncent très serrées. C'était un choix difficile. Les débats à la télévision montrent la polarisation. Je ne savais pas trop pour qui voter. J'ai vraiment dû y réfléchir pendant longtemps. Et c'est peut-être Pieter Omtzigt, celui qui a précipité la chute de Mark Rutte, qui pourrait le remplacer pour un mandat de 4 ans. Le candidat centriste et anti-système est en effet connu pour avoir révélé un scandale d'État en 2021, dans lequel 20 000 familles ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales sur la base de leur appartenance ethnique. Une affaire qui a poussé Mark Rutte à démissionner en juillet dernier et qui a avancé de 2 ans ses élections législatives. Pieter Omtzigt est au coude à coude avec 3 autres candidats. Dylan Nyesilgoz, actuel ministre de la Justice du parti de centre-droit de Mark Rutte, pourrait devenir la première femme chef du gouvernement. Une hypothèse qui pourrait se renforcer en cas d'alliance avec l'extrême droite de Geert Wilders qui monte en puissance. Ensemble, ils pourraient obtenir une majorité sur les 150 sièges de députés.
Enfin, il faut compter sur l'ancien commissaire européen Frans Timmermans, qui dirige la coalition de gauche entre écologistes et sociaux-démocrates. Étant donné le paysage politique fragmenté, une coalition d'au moins 3 partis sera nécessaire pour former un gouvernement. En 2021, il avait fallu près d'1 an de négociations au Premier ministre. Les 13 millions d'électeurs ont jusqu'à 21 h pour voter. Les résultats seront connus ce jeudi. Ensuite, l'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit une pause dans les combats, une trêve de 4 jours minimum. Cela ne signifie pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza. En effet, le ministre israélien de la Défense l'a bien précisé. Il souhaite une reprise des opérations immédiatement après pour défaire le Hamas. Les combats et les frappes se sont poursuivis ces dernières heures. L'hôpital du camp de Jabalia a été bombardé. France 24. Depuis Sderot en Israël, on peut apercevoir les bombardements sur le nord de l'enclave palestinienne, toujours assiégée. C'est un pilonnage incessant depuis une quarantaine de jours. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, les soldats de Tsahal mettent en scène leur progression terrestre dans la bande de Gaza. Ils affirment avoir encerclé le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand du territoire où s'est concentré jusqu'ici l'essentiel de l'offensive israélienne. Les raids auraient détruit plusieurs tunnels où se cachaient des hommes du Hamas selon Tsahal. Nous avons terminé d'encercler Jabalia et nous avons continué ces combats dans le complexe de Zaitoun. Nous trouvons les terroristes et nous les éliminons. Nous gagnons à tous les combats. Mais en bordure de Jabalia, il y a aussi l'hôpital indonésien. D'après le ministre de la Santé gazaoui sous contrôle du Hamas, il serait encerclé par les chars. Une cinquantaine de dépouilles joncheraient le parvis de l'établissement. 200 patients ont été évacués de cet hôpital lundi. Des centaines d'autres civils, dont des enfants, sont toujours à l'intérieur. Plus de 5350 enfants palestiniens ont déjà été tués. Le bilan des pertes parmi les enfants est écœurant. Le deuil est désormais partie intégrante de Gaza. Alors ceci est un énième avertissement. Sans assez de carburant, d'eau, les conditions de vie des enfants vont s'effondrer. Il est très important de garder en tête que l'on nous rapporte plus d'une centaine d'enfants, des garçons et des filles, tués chaque jour. Le gouvernement israélien et son armée assurent que le Hamas utilise les hôpitaux comme base militaire. Alors, depuis le 15 novembre, les militaires occupent Al-Shifa, le plus grand hôpital de l'enclave, mais sans avoir réussi à prouver formellement qu'il abrite la principale base de commandement du mouvement islamiste. Mais dans l'accord entre l'Israël et le Hamas figure la libération de 150 femmes et enfants prisonniers palestiniens en Israël. Les jeunes de moins de 19 ans seraient concernés. Leur libération était l'un des objectifs du Hamas quand il a lancé son attaque meurtrière sur Israël. France 24. Sur cette affiche, le portrait d'Israël Jabis, blessé dans l'explosion de sa voiture en 2015. La jeune femme avait été grièvement blessée au visage. Détenue dans une prison israélienne, elle pourrait être prochainement libérée. Un accord a été scellé en ce sens entre l'État hébreu et le Hamas. Les deux parties s'engagent à libérer des femmes et des enfants. 50 otages israéliens contre environ 150 prisonniers palestiniens. Avant les attaques du 7 octobre, 5000 Palestiniens étaient détenus dans les geôles d'Israël. Ils sont aujourd'hui 7000, parmi lesquels plusieurs dizaines de femmes et plus de 150 jeunes âgés de 16 à 18 ans. Des prisonniers politiques vus de Palestine. La famille Abou Maria attend et espère la libération de leur fils. Oubey est mineur. Son nom figure parmi la liste de prisonniers libérables. Bien sûr, je suis très heureux parce que j'ai moi-même vécu cette situation en 2004 lors d'un échange de prisonniers conclu avec le Hezbollah. Ma famille était soulagée à l'époque et aujourd'hui je suis également très heureux d'apprendre que nos fils et nos filles détenus seront libérés de l'emprise de l'occupation qui les soumet à des pressions quotidiennes et les expose à des humiliations. Alors que les prisons israéliennes sont déjà saturées, le nombre de détenus est chaque fois plus important. Selon le média Haaretz, la Knesset a approuvé le 17 octobre dernier un projet de loi qui permet aux prisons israéliennes de dépasser leur pleine capacité.
Par conséquent, l'espace de vie minimum alloué à chaque détenu est drastiquement réduit. Dans certains cas, un prisonnier doit se contenter de matelas, même le sol, s'il n'y a plus de lit disponible. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.